Bonjour à tous, je suis Aurélien Chazelle, directeur adjoint du CEREMA et je vais faire une très très courte introduction pour vous souhaiter la bienvenue. Donc vous êtes environ 80 aujourd'hui. L'introduction va être courte parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui c'est le résultat de 4 années de travail pour ce projet Aziri. Donc d'amélioration des sols par inclusion rigide. Je voudrais juste vous dire en fait la fierté qu'on a au CEREMA de vous accueillir pour ce type de journée et vous expliquer pourquoi. Donc en fait on a un projet stratégique au CEREMA qui met en valeur dans un de nos piliers le sens du collectif. Et je trouve que cette journée et ce travail de 4 ans illustrent très bien le sens du collectif, puisqu'il y a eu 8 partenaires qui ont travaillé sur ce projet sous l'égide de l'université Gustave Eiffel. Et le fait qu'il y ait 8 partenaires, énormément de collaboration, je pense que ça montre tout le sens du collectif qu'il y a autour de ce projet. Le deuxième point de fierté, c'est que toujours dans notre projet stratégique, on souhaite énormément collaborer avec les entreprises. Et dans les 8 partenaires, il y a des industriels et il y a de la collaboration avec des entreprises. Donc on sent vraiment qu'on est dans la recherche-action et qu'on est dans la passerelle entre la recherche, l'expertise et l'ingénierie opérationnelle. Et enfin, on parle ici d'un projet Aziri qui a été soutenu par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc ça montre aussi l'intérêt que le CEREMA a pour la recherche, qui fait partie intégrante de notre stratégie. Donc en résumé, on a un bel exemple avec cette journée, avec ce projet d'un projet qui coche toutes les cases pour le CEREMA en termes de partenariat, en termes d'innovation, en termes de passerelle entre la recherche et les territoires. Donc je voudrais vous remercier pour votre participation, votre implication dans le projet et remercier l'ensemble des organisateurs, l'Université Gustave Eiffel et l'équipe Géocode de recherche du CEREMA sur l'ensemble de ces sujets. Merci, très bonne journée. Merci à tous d'être venus. Donc, je vais retracer un petit peu ce projet Aziri et puis introduire le programme. Donc, amélioration des sols par inclusion rigide, sollicitation dynamique et sismique, c'est effectivement une histoire sur plusieurs années avec des partenaires avec qui on a travaillé régulièrement et sérieusement. Le projet Aziri Plus, au sens large, donc, a été pensé à la suite du projet national Aziri, donc, qui s'est déroulé de 2005 à 2011 avec 39 partenaires, 9 thèses, des publications, des recommandations qui ont été publiées. Ensuite, en 2016, on a fait une enquête avec l'IREX et une journée au CFMS pour faire une évaluation et un bilan. Et il est apparu en fait que 2 grandes questions restaient en suspens sur le matelas de répartition et sur des sollicitations complexes, et notamment les sollicitations sismiques et dynamiques qui n'ont pas été traitées dans le premier projet Aziri. Donc en fait, on a décidé de s'organiser pour aller dans cette direction-là. Et ça a donné dès 2017 donc toute une série de travaux, donc une étude d'opportunité, une présentation au CODOR, au ministère, et puis l'embauche d'un postdoc, puis ensuite l'étude de faisabilité, un état de l'art avec un programme de recherche, une nouvelle présentation au CODOR, et finalement en avril 2019, en fait le 1er avril 2019, on était sous des bonnes augures, la constitution du projet PN, donc projet national Aziri+, donc qui est présidé par Bruno Simon et co-dirigé par Laurent Briançon et moi-même. À peu près en même temps, on a eu l'opportunité d'adjoindre de l'activité du projet FUI FEDRE, donc sur les fondations d'éoliennes et de repowering. Et puis ensuite, on a décidé de monter ce projet, ce volet ANR. Donc, on a commencé à réfléchir dès novembre 2017. Et puis, on a postulé en octobre 2018 pour finalement passer les différentes étapes
et démarrer ce projet en mars 2020. Donc le chronogramme a été un petit peu bousculé par un virus apparu en 2020, mais on arrive à l'échéance maintenant pour ce projet ANR, ce volet ANR, et puis l'an prochain pour l'ensemble du projet avec le PN et l'édition de recommandations. Donc, comme ça a été dit, 9 partenaires. C'est un projet de recherche collaborative entre entreprises publiques. Donc, c'est un des formats de l'ANR. La sélection n'a pas été très simple. Il y a beaucoup de projets qui sont déposés chaque année. Et donc, dans le comité d'évaluation scientifique qui nous concernait, il y avait 110 projets. Et seulement 16% ont été financés. Donc, c'est une certaine sélection qui a été faite à ce moment-là. L'aide initiale, c'est les termes officiels de l'ANR, aide initiale, voilà, 718 kilos, revoyez, c'est précis, il y a 38 centimes aussi. Voilà. Et donc, ça nous a permis de financer notamment 3 post-docs, une thèse, et puis on a 2 thèses qui sont venues s'adjoindre par d'autres financements sur ces sujets. Et les 2 sujets étaient donc principalement la propagation des ondes de surface dans un milieu à inclusion périodique et le sol renforcé par inclusion rigide sous sollicitation sismique. L'organisation du projet se basait sur ce type de schéma, c'est-à-dire une approche numérique, une approche modèle physique, donc expérimentation sur modèle réduit, des études de cas, de tout ça en interaction, et aussi des essais de laboratoire pour caractériser les sols sous sollicitation dynamique. Voilà, donc le programme n'a pas été changé par rapport à celui qui vous a été envoyé la semaine dernière. Donc tout le monde est là, pas de surprise, donc ça c'est très très bien. Et voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Nathalie, sous la présidence de Fernando Lopez Caballero. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, bonjour à tous. Je vais avoir l'honneur de commencer cette session de présentation scientifique. Donc, pour vous présenter ce que nous avons fait, les travaux de 3 laboratoires. Du laboratoire Géocode du CEREMA, donc laboratoire qui se situe à l'étage de ce bâtiment. Les travaux réalisés également dans le laboratoire d'EDF TEGG, qui est situé à quelques centaines de mètres d'ici, et puis le laboratoire d'Antea Group, situé à Orléans. Donc, je vais vous présenter les résultats d'essais, notamment d'essais de comparaison, d'essais croisés, de résonance en torsion réalisés à la colonne résonante. Et donc, le plan de ma présentation va s'articuler autour de 4 points. Donc, tout d'abord, je vous rappellerai la méthode expérimentale en vous faisant pénétrer dans notre laboratoire par quelques photos. Ensuite, on s'attardera sur les matériaux qui seront testés, qui ont été testés, essentiellement des matériaux sableux, que ensuite on retrouvera dans la centrifugeuse pour faire les essais sur modèle réduit. Et on terminera par regarder des résultats et discuter pour finir pour des conclusions et perspectives. Donc tout d'abord, la méthode expérimentale pour réaliser ces essais de résonance en torsion, donc réalisés au moyen d'une colonne résonante. Pour cela, un échantillon cylindrique que vous pouvez voir sur ces schémas. Un échantillon cylindrique, typiquement de 50 mm de diamètre pour 100 mm de haut, qui va être testé de la même manière, avec la même configuration que pour un essai triaxial plus classique, monotone. Donc dans cet essai, tout comme pour l'essai triaxial, il y a des phases de saturation, de consolidation. Et ce qui va changer, c'est la phase de chargement. Ici, on aura des phases de chargement, soit des sollicitations en vibration libre, soit en vibration forcée. Et ces vibrations, elles peuvent être longitudinales, transversales ou de torsion. Donc on va surtout s'attarder, nous, à des sollicitations en vibration sous forme de torsion. Torsion qui va s'appliquer sur la tête de l'éprouvette. Et la base étant supposée fixe. Donc, si l'on s'attarde un petit peu sur la réalisation de ces essais, vous pouvez voir ici quelques photos de la réalisation avec ici les mains de Laurent Batillot qui est dans la salle et qui réalise ces essais ici au CEREMA Méditerranée avec Hélène Calissano. Donc ici, toutes les étapes successivement de réalisation de ces essais sont présentées avec tout d'abord ici, la mise en place d'une pierre poreuse. Ensuite,
la mise en œuvre de l'éprouvette. Ici, une éprouvette plutôt argileuse qui a été mise en place avec des papiers filtres. La mise en place ensuite de la membrane et ici de la tête de drainage. Donc remarquons aussi qu'il y a quelques différences entre les machines qui ont été utilisées pour ces essais de comparaison, d'intercomparaison. Il y a une machine qui ne permet pas de drainage en tête. Ensuite, vous voyez la mise en place d'un tube en plexiglas d'un diamètre légèrement supérieur à celui de l'éprouvette, qui sera rempli d'eau. Et ensuite, la mise en place du chapeau constitué de 4 électroaimants. Vous voyez ici un zoom de ces électroaimants, dans lequel on va faire circuler un courant électrique qui va permettre la torsion de l'éprouvette, de la tête de l'éprouvette. Donc on va finir ensuite par la mise en place de capteurs LVDT pour suivre le tassement, le déplacement vertical de l'éprouvette pendant l'essai, et la mise sous cloche pour mettre en place le confinement final, confinement qui est ici à l'air pour permettre la vie des aimants pendant l'essai. Donc ensuite, la phase de chargement, donc elle est soit, j'avais dit en introduction, en vibration forcée ou en vibration libre. Pour ce qui est de la vibration forcée, on va balayer une gamme de fréquences. Donc typiquement, sur ce schéma, vous voyez des fréquences balayées entre 20 et 180 Hz pour pouvoir déterminer la première fréquence propre de résonance de l'éprouvette de sol. Et cette première fréquence, elle est représentée ici par ce pic, ici, le pic sur les courbes amplitude-fréquence. À cette fréquence de résonance, on va mesurer la vitesse de l'onde de cisaillement générée par cette torsion en tête qui va amener ensuite à déterminer avec la masse volumique le module de cisaillement de l'éprouvette de sol. À partir de ces courbes amplitude-fréquence, on peut aussi déterminer par la largeur de bande de ces courbes l'amortissement des éprouvettes. Deuxième méthode pour venir exciter cette éprouvette de sol, ce sont les vibrations libres. Donc à la fréquence de résonance déterminée précédemment par les vibrations forcées, on vient donner une courte sollicitation de quelques dizaines de cycles et on l'arrête de manière instantanée. Et on a une réponse de ce type-là, donc ici, une décroissance de l'amplitude en fonction du temps, qui, par la méthode du décrément logarithmique, va aussi nous donner accès à l'amortissement du sol. Ensuite, donc les différents matériaux qui ont été testés. Donc d'abord le sable d'Austin HN31, très classique en laboratoire et en recherche, et également un deuxième matériau sableux, un mélange de 4 sables d'Austin à proportion égale en masse. Donc vous avez sur ce graphe la courbe granulométrique des deux matériaux. En rouge, le mélange, et en bleu, la courbe correspondant au sable HN31. Et vous pouvez également regarder sur le tableau, à droite, les paramètres caractéristiques de ces courbes granulométriques, et notamment le coefficient d'uniformité de 1,57 ou de 3,13 pour HN31 et mélange. Les éprouvettes ont été la méthode de reconstitution des éprouvettes a été laissée libre à chaque laboratoire pour tenir compte des contraintes de chaque laboratoire et de chaque machine utilisée. Seule la densité a été imposée. Ce qui fait que, en fait, dans les 3 laboratoires, on a finalement eu 3 méthodes de reconstitution différentes, à savoir une méthode de compactage en 6 couches suivie d'une congélation, qu'on notera C1, une méthode de reconstitution, de confection C1. Une deuxième méthode C2 qui a consisté à reconstituer le sol par pluviation accompagnée de vibrations. Et une méthode de compactage en 5 couches C3. Deux machines ont été utilisées. Donc vous voyez ici la machine notée M1 à gauche et les photos de la machine M2 à droite.
étant donné que chaque machine correspondait à un laboratoire, eh bien, on a seulement 3 combinaisons qui ont été testées entre machine et type de reconstitution d'éprouvettes. Donc, ça va être les combinaisons M1C1, M1C2 et M2C3. Donc pour les autres contraintes qui ont été imposées pour ces essais d'intercomparaison, un objectif pour la phase de saturation avec un coefficient de Scampton grand B supérieur à 0,95, comme le suggère la norme sur les essais très axiaux monotones. Et pour les phases de consolidation, on a opté pour une contrainte effective de 300 kPa pour le sable HN31 et de 100 kPa pour le mélange, ce qui correspondait à des contraintes qu'on pourrait avoir après dans la centrifugeuse, puisque c'est des matériaux qui nous ont intéressés après pour les essais, dont vous verrez les présentations par la suite. Les essais pouvaient se faire en vibration libre et ou forcée. Et on avait donné également un objectif de reconsolidation des éprouvettes si les surpressions interstitielles étaient trop importantes, et notamment si le rapport RU, donc de la surpression interstitielle sur la contrainte effective, était supérieur à 10%. Donc attardons-nous maintenant sur quelques résultats de ces essais. Notamment au travers ici des courbes d'évolution du module de cisaillement en fonction de la distorsion, à gauche pour le sable HN31 et à droite pour le mélange. Donc vous avez ici différentes courbes qui correspondent à ces essais qui ont été autant des essais intercomparaison entre les laboratoires qu'à l'intérieur d'un même laboratoire, donc intra-comparaison. Les différentes couleurs correspondent à des indices des vides différents, enfin, obtenus finalement, de l'indice des vides les plus faibles en rouge aux indices des vides les plus importants en bleu. Donc vous voyez qu'on a une distribution quand même importante de cet indice des vides due aux différentes méthodes de reconstitution. Les figurés également inscrits sur ces graphes correspondent aux différentes méthodes de reconstitution. Donc les ronds de compactage plus congélation, la croix pour la pluviation suivie de vibration et l'étoile pour le compactage au sol. Donc on a des résultats qui montrent différents, donc des courbes qui montrent différents résultats, et notamment en fonction du type de machine utilisée. En effet, on voit ici la machine M2, ici, qui a ici et ici, qui a tendance à donner des résultats qui sont supérieurs à l'autre machine M1, sachant que la machine M1 avait deux représentants dans les essais, et quel que soit le mode de reconstitution, eh bien, on voit pour le sable HN31 des essais ici qui sont très semblables au niveau des résultats du module de cisaillement en fonction de la distorsion. Ce qui est intéressant aussi à remarquer ici, c'est que pour une fois, on a donné des résultats d'essais qui s'étaient mal passés. Donc, notamment qu'il y a eu des fuites, des problèmes mécaniques, avec notamment les aimants qui peuvent toucher les bobines. Il y a eu aussi des problèmes de saturation. Et on voit très clairement que ces essais-là, donc qui sont ici, ceux-là et ceux-là, qui sont très clairement bien au-dessus des autres. Donc, d'où l'intérêt de bien réaliser les essais dans des très très bonnes conditions. Et eh bien, on a quand même, du côté du mélange par exemple, au niveau d'un même laboratoire, donc vous voyez les figurés qui sont les mêmes, même forme, ça correspond au même type de compactage et donc au même laboratoire, eh bien plutôt une bonne répétabilité, ici, orange, et puis ceux-là aussi. Donc ce qui est plutôt encourageant pour les méthodes à l'intérieur d'un même laboratoire. Deuxième type de résultats qu'on peut observer après ces essais de résonance en torsion, l'évolution de l'amortissement en fonction de la distorsion. Donc là, les résultats ont été obtenus soit par la méthode des vibrations forcées, donc c'est les étoiles, soit par les méthodes par vibration libre, c'est les ronds et les croix. Bien, on remarque que pour le sable HN31, on a plutôt une bonne concordance de tous ces résultats. Par contre, pour le mélange à droite, les résultats sont plus dispersés et on a une bonne répétabilité, surtout pour les petites distorsions, pour les essais en vibration forcée.
Donc pour aller plus loin dans l'étude de ces résultats, on a fait le choix de présenter ces résultats avec des courbes empiriques issues de la littérature, et notamment issues ici, par exemple, des travaux de Rowling publiés en 2020. Notamment sur ces graphes, vous pouvez voir le module de cisaillement adimensionnalisé, donc le module divisé par sa plus grande valeur trouvée, mesurée en laboratoire et noté Gmax, en fonction de la distorsion. Et sur la gauche, pour les résultats correspondant au sable HN31, on a donc les courbes de la littérature. Ici, on en a mis deux qui sont en fonction de la contrainte effective sigma prime 0 et ou du coefficient d'uniformité. On a tendance à plutôt surestimer ces résultats, ces courbes, notamment pour ces petites distorsions. Par contre, au niveau du mélange, eh bien, les courbes qui sont issues de la littérature ici encadrent bien nos résultats expérimentaux qui sont là ici un peu plus regroupés que pour le sable HN31. De la même manière, on peut regarder les résultats et les comparer avec des courbes empiriques aussi issues des mêmes travaux, et on voit que on obtient des bonnes concordances, notamment pour le sable HN31 et pour le mélange lorsque les vibrations forcées sont utilisées pour déterminer cet amortissement. Donc pour conclure, je dirais que c'est des débuts qui sont encourageants et qui nous montrent tout le travail encore à faire, notamment pour exploiter les phases de saturation, consolidation, les indices des vides de manière plus fine et pouvoir déterminer les indices des vides au début de la phase de chargement. On peut également citer de travail à faire pour recalculer les amortissements à partir des deux méthodes, enfin de la méthode qui n'a pas été utilisée par le laboratoire. Et d'autres essais sont à venir sur un matériau plus modèle, des plastiques avec différentes duretés pour pouvoir tester la même éprouvette qu'on se ferait circuler dans les 3 laboratoires. Pour vous donner un avant-goût aussi de ce qu'on est en train de faire, on a mis en place en ce moment des comparaisons inter- et intra-laboratoires pour les résultats d'essais triaxiocycliques pilotés en déplacement et en fréquence pour notamment continuer la courbe que je vous ai montrée de dégradation du module de cisaillement. Et notamment, donc ici, je vous ai montré 3 photos de ce qu'il y a à l'étage. On dispose de 3 presses réaxiales. Dans les autres labos, on en aura au moins 3 autres aussi. Avec de différents fournisseurs, avec différentes manières aussi de mesurer de manière locale les déplacements, des capteurs AFEOL ou des capteurs LVDT, ce qui va nous permettre d'approfondir ces comparaisons inter- et intra-laboratoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Entre les machines M1 et M2, donc on n'a pas eu les mêmes... on n'a pas un échantillon commun, en fait. Vous n'avez pas pu... tester le même échantillon. On a donné les mêmes consignes, oui. les mêmes consignes de densité. Oui. Mais ce qu'on voulait voir aussi, c'était les écarts qu'il pouvait y avoir avec les pratiques de chaque laboratoire actuellement. Ensuite, on va resserrer pour arriver à quelque chose de commun. Ok, très intéressant. Merci. Donc bonjour, je vais vous présenter ici juste le dispositif et le protocole expérimental qui a été utilisé lors des essais centrifugeuses dans le cadre du postdoctorat de Christian Soriano et de la thèse actuellement en cours de Charbel Nora qui fera la présentation par la suite des résultats. Donc sur le principe, donc les essais de modélisation physique en centrifugeuse permettent de faire des essais sur modèle réduit d'ouvrages géotechniques et en suivant donc des lois de similitude, on peut arriver à obtenir des résultats qui sont extrapolables donc à l'échelle prototype. Donc pour ça, on utilise la centrifugeuse géotechnique qui est à l'université Gustave Eiffel sur le site de Nantes et qui est équipée, lorsque l'on souhaite, d'un simulateur de séisme monodirectionnel qui applique donc un séisme sur le plan horizontal. Donc sur le dispositif expérimental qui ont été utilisés donc, dans le cadre du postdoctorat et de la thèse,
Donc, lorsqu'on travaille en sismique, il faut utiliser lorsqu'on a un modèle symétrique, il faut utiliser des conteneurs flexibles pour éviter au maximum les effets de bord. Donc, suite à une thèse qui avait été réalisée précédemment sur les pieux dans des massifs d'argile, on s'est rendu compte qu'il fallait utiliser un conteneur plus flexible. Et dans le cadre de cette thèse et de ce post-doctorat, on a utilisé un conteneur laminaire qui est un empilement de cadres séparés par des roulements. Donc, c'est pour limiter les effets de bord. Sur les inclusions rigides qui ont été analysées, donc c'est des inclusions rigides qui travaillent en pointe. On travaille sur un profil de sol qui est bicouche, donc avec à la base une couche de sable d'Austin HN31, donc qui a été testée par Nathalie et les 2 autres laboratoires, donc avec une densité de 80%. Il est reconstitué par pluviation à sec et ensuite il est saturé à l'eau sous vide à 1 G. Au-dessus, donc, on a une couche d'argile qui est composée de 80% de Space White, plus 20% de sable de Fontainebleau NE34. Donc, ça, c'est suite aux travaux de Gaël Baudouin. Et donc, cette couche d'argile est reconstituée pareil à 1 G. Sous presse en 3 étapes successives pour limiter les temps de consolidation. Et l'objectif était d'obtenir une cohésion non drainée d'environ 20 kPa. Ensuite, par-dessus, on a mis en place donc la Load Transfer Platform, qui est le mélange de 4 sables d'Austin, qui a aussi été testé par Nathalie. Donc, ces 4 fractions, la 4e fraction a été coupée pour avoir un diamètre maximal à l'échelle prototype de 31,5 mm, qui est celle utilisée par la pratique. C'est reconstitué par damage humide avec une teneur en eau de 5%. Les inclusions utilisées, donc on voit un schéma sur le bas du transparent. Ce sont des tubes en aluminium qui sont fermés en pointe par un cône avec un angle de 60 degrés et qui sont également fermés en tête. Il y a une sortie latérale des jauges d'extensométrie qui ont été collées par une entreprise à l'intérieur. Donc ces tubes instrumentés permettent de mesurer sur 4 niveaux des moments fléchissants et sur 2 niveaux des contraintes axiales. À l'échelle prototype, ils ont un diamètre de 0,6 mm, une longueur de 10 mètres. Ils ont une rigidité à l'application qui est quand même assez forte, en général à peu près 5 fois supérieure à ce qui est fait en moyenne, et une rigidité à la compression qui est représentative. Donc cette rigidité à la flexion, elle est plutôt représentative de ce qu'on appelle les unconnected piles, qui sont utilisés surtout pour les piles de pont. Le dispositif expérimental, donc avec le groupe d'inclusion rigide, donc il y a 7 inclusions rigides, il y en a 4 qui sont instrumentées. Il y a un taux de couverture de 6,6%. Elles ont été mises en place à 1 G par fonçage, avec un guide pour avoir une optimisation de la mise en place. Elles ont été testées. En fait, après, on a regardé donc l'effet de la présence d'un bâtiment haut avec un centre de gravité haut qui allait favoriser une rupture en rotation et un bâtiment bas qui allait favoriser une rupture en translation, en cisaillement à sa base, pardon. Donc, pour le bâtiment haut, c'est des bâtiments qui sont rigides. Il y a une hauteur de centre de gravité qui est égale à 1,5 fois le diamètre. Et sur le bas, on a une hauteur de centre de gravité qui est égale à 0,33 fois le diamètre. Au niveau du protocole de chargement, donc on a fait toute une série de séismes et de sinus. Le simulateur séisme nous permettant de faire ça. Donc le choix a été fait de commencer par des petits séismes large bande pour pouvoir déterminer les réponses de fréquence de la colonne de sol ou du système fondation, sol et bâtiment. Ensuite, on a testé donc l'effet de la fréquence et de l'amplitude en réalisant 3 séries de sinus à différentes fréquences. C'est pas vraiment une étude paramétrique vu qu'on change la fréquence et qu'on garde le même peak ground acceleration, on n'aura pas la même vitesse et déplacement maximal. Et entre chaque série de sinus, on a fait un petit séisme de Landers, large bande, pour voir s'il y avait, suite à ces sinus, une évolution des fréquences de réponse qui montrait un certain endommagement donc du système. Et enfin, pour finir, on a fait toute une série de séismes, donc Landers et Northridge, en augmentant les amplitudes en termes de PGA. Donc ça, c'était pour voir le comportement sous un séisme large bande avec de plus en plus d'énergie. Et enfin, on a fini donc par un séisme de Landers petit niveau pour voir s'il y avait eu une évolution du massif.
Le programme expérimental qui a été réalisé dans le cadre du post-doctorat et dans la thèse de Charbel, donc il y a eu 12 essais en tout. Donc les 2 premiers, c'était pour la capacité portante. On en a fait un deuxième parce qu'en fait, le premier, on n'avait pas une cohésion non drainée suffisante. Donc ici, on a atteint une cohésion non drainée à peu près de 20 kPa sur le massif d'argile. Ensuite, on a fait des champs libres, c'est-à-dire qu'on a regardé déjà la réponse d'une colonne de sol. On en a fait 2 pour voir la répétabilité, parce que c'est la première fois qu'on testait ce profil de colonne de sol avec le conteneur laminaire. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle donc l'interaction cinématique, c'est-à-dire qu'on a mis uniquement les inclusions rigides pour voir déjà l'effet de la présence des inclusions rigides sur la réponse du massif de sol. Ensuite, on a aussi fait un essai de répétabilité, vu que c'était la première fois qu'on mettait en place le système d'inclusion rigide par cette technique donc de mise en place par fonçage à 1G. Ensuite, il y a eu 2 essais C07 et C08 qui étaient sur l'interaction inertielle. Ah, il manque une croix. Le C07, c'est juste le bâtiment et le C08, c'est le bâtiment plus... une répétabilité. Parce que dans le premier, on a eu un problème. Le bâtiment, en fait, il y a une rotation exagérée, donc on n'a pas pu faire toute la série de chargements. Ensuite, on a fait le C09 pour voir l'interaction inertielle et cinématique. Donc la différence entre C08 et C09, c'est uniquement qu'il y avait les inclusions rigides pour le C09. On a fait un test plus de pushover parce qu'on n'a pas pu faire le test sismique vu que le simulateur de séisme est tombé en panne. Et ensuite, pour voir l'effet de la hauteur du bâtiment combiné à celle des inclusions rigides, on a fait les tests C011 et C012, qui sont les mêmes que les tests C08 et C09, sauf que ici, on a utilisé un bâtiment bas. Et donc, Charbel va vous présenter donc, les résultats donc, de l'effet de la présence des inclusions rigides et combiné à la hauteur du centre de gravité du bâtiment dans la présentation qui va suivre. Oui, bonjour. Guillaume Vellon, INRAE. J'ai une question sur... vous avez parlé de loi de similitude et puis aussi de saturation. Il n'y a pas eu de modification de la viscosité du fluide Non. Alors, normalement, quand on fait des essais en sismique, lorsqu'on veut voir, par exemple, des problèmes de liquéfaction et autres, il faut qu'on utilise un fluide, si on travaille à 50 G, qui soit 50 fois plus visqueux, pour qu'on ait la vitesse d'augmentation des pressions interstitielles lors des déformations de distorsion qui soit compatible à la vitesse de diffusion. Mais ici, en fait, le but, c'était surtout de ne pas avoir de liquéfaction à la base, puisqu'on voulait avoir une couche de sol assez raide en base. Donc, pour ça, on a utilisé de l'eau. Donc, c'est comme si on avait, à l'échelle prototype, un sol qui est 50 fois plus... qui a une conductivité hydraulique 50 fois plus forte. Donc, on limite les risques de liquéfaction. Et en plus, aussi, se poser le problème qu'on en a de l'argile par-dessus. Si on mettait un fluide visqueux, on utilise de l'HPMC, nous. Donc après aussi, il y a les problèmes de réaction chimique entre les particules argileuses et la présence d'HPMC. Donc il y avait double bénéfice à utiliser de l'eau pour ces essais-là. David Bougetti, IRSN. Vous avez évoqué l'utilisation de conteneurs liminaires pour limiter les effets de bord. Oui. Donc limiter, ça ne veut pas dire les annuler. Donc non. Ma question, est-ce que vous les avez quantifiés ces effets de bord? Alors on a regardé les effets de bord en comparant l'accélération. Là vous voyez au milieu on a une colonne verticale d'accéléromètres horizontaux. À mi-distance on en a une deuxième et on en a aussi sur le conteneur. Donc on a comparé les accélérations sur le même niveau au niveau de ces 3 colonnes. Donc effectivement, il y a quand même des effets de bord, hein. Surtout plus on augmente en énergie, plus on va avoir des non-linéarités dans le sol, plus on peut avoir des effets de bord. Mais ce qu'on a vu, c'était quand même le sol qui dirigeait en fait le conteneur, parce que les accélérations au niveau du sol sont en avance sur celles du conteneur. Et c'est flagrant qu'on a des effets de bord. Là, on voit que le conteneur, en général, bouge en avance. Et au niveau des amplitudes, on était homogène entre les accélérations qu'on mesurait. On a regardé accélération, vitesse et déplacement en double intégrant et filtrant. On était homogène entre les accélérations qu'on a au milieu et celles qu'on a à mi-distance entre le bord du conteneur et le milieu du conteneur. Voilà. Mais on a beaucoup moins d'effets de bord qu'avec... Autrement, on utilise un conteneur USB, c'est un équivalent de shear beam où les cadres sont séparés par des couches de caoutchouc. Et dans le cas de la thèse de Jesus Pérez Herreros, là, on avait à peu près les mêmes profils avec un argile un peu plus raide. On voyait vraiment les effets de bord sous forte sollicitation.
Je vous remercie. J'avais également une deuxième question. Vous avez dit dans votre propos liminaire que ce dispositif expérimental permettait d'avoir des résultats qui étaient extrapolables dans des conditions in situ. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on espère extrapoler comme grandeur d'intérêt avec ce type d'essai? Alors, je pense que Charbel va un peu répondre puisqu'il va présenter les résultats. Après, donc, nous, on a pu voir la cinématique du bâtiment, l'accélération qu'on avait à la base du bâtiment, s'il y avait un effet ou pas de la load transfert plateforme, les contraintes qu'on avait aussi dans les pieux, donc contraintes axiales moment, et la rotation au niveau du bâtiment, la translation à la base du bâtiment. Voilà, mais Charbel va vous présenter les résultats après. Du coup, j'attendrai avant de rebondir. Mais merci. Bonjour à tous, je vais vous présenter alors nos résultats sur notre programme expérimental des essais en centrifugeuse. Je rappelle rapidement donc la configuration étudiée. Donc, notre sol est constitué de 3 couches, une couche de sable dense à la base, dans laquelle les inclusions rigides sont encastrées. La couche d'argile dans laquelle les inclusions rigides sont enfoncées et la plateforme de transfert de charge. Donc on a 7 inclusions rigides, 4 d'entre elles sont instrumentées par 6 jauges de déformation pour les moments et pour les forces axiales, pour les contraintes axiales. Et sur le sol, on installe deux structures, une structure élancée et une structure basse. Donc en total, on a 6 configurations qu'on analyse. On a la configuration en champ libre, la configuration avec des inclusions rigides uniquement. Donc le but de cette configuration en comparant avec le free field, c'est l'interaction cinématique. On a des essais avec le bâtiment élancé et le bâtiment bas, et le sol est soit renforcé, soit non renforcé. Donc je démarre directement avec nos résultats. Donc une première analyse qu'on a fait, c'est une analyse fréquentielle dans le but de déterminer la fréquence de résonance du sol ainsi que la fréquence de réponse. Donc l'idée, c'est que avec les accélérations enregistrées à la base du modèle et à la surface de la couche d'argile, on peut trouver la fonction de transfert qui est représentée ici comme exemple. Et la fréquence de résonance est déterminée comme étant la fréquence où on observe un pic de la fonction de transfert de l'amplitude. L'angle de phase passe par pi sur 2, donc le cosinus est 0, et la partie réelle de la fonction de transfert passe par 0. Donc en faisant cette analyse, pour toutes les configurations, on peut trouver premièrement la fréquence de résonance. Alors la fréquence de résonance, elle est déterminée pendant la phase du bruit précédant le premier signal. Donc le sol est encore dans son état vierge. Et en faisant cette procédure, on détermine pour toutes les configurations analysées que la fréquence naturelle est de 2,35 Hz. On observe cette fréquence environ sur tous les essais sauf le C09, car malheureusement pour cet essai, on a perdu l'accéléromètre entre les inclusions rigides. Donc la valeur, elle est erronée, on n'a pas confiance avec cette valeur, mais en général, on trouve une fréquence de 2,35 Hz. Ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces configurations, il y a la présence des inclusions rigides et du bâtiment, et on remarque bien que la fréquence ne change pas. Donc cela veut dire que la présence des inclusions et même du bâtiment n'a pas eu d'effet sur la fréquence naturelle, la fréquence de résonance du sol. Alors maintenant, si on parle de la fréquence de réponse, donc maintenant on travaille pendant le signal sismique. Et on détermine la fonction de transfert pendant le signal, et comme exemple illustré pour le lander 0.05G, donc faible amplitude, et le lander 0.3G, forte amplitude, on remarque que la fréquence de réponse sous lander 0.05G, elle a diminué de 2,35 à 1,92. Donc cela, même si on a un séisme de faible amplitude, on observe des déformations plastiques, donc une diminution de la fréquence de réponse du sol. Et c'est flagrant aussi que sous lander 0.3G, donc c'est forte amplitude, on observe une diminution importante de la fréquence de réponse à 0,43 Hz. Donc cela veut dire donc sous fort PGA, on a des distorsions plastiques importantes, ce qui a vachement
diminuer la fréquence de réponse de la colonne de sol. Donc maintenant, je passe à la réponse de la structure. Donc ici, on parle de la réponse de la structure en termes de translation, de rotation et de tassement. On parle aussi de la réponse dynamique. Donc le sol, la structure a été instrumentée par des accéléromètres et par des lasers. Donc les accéléromètres ont été utilisés pour déterminer les translations et rotations dynamiques. Et les lasers installés sur la tête du bâtiment ont été utilisés pour déterminer la rotation résiduelle, les rotations et tassements résiduels. Donc, en vue d'étudier l'effet du séisme d'entrée de l'input sur la réponse qu'on observe à la surface du sol, on a utilisé un type de représentation qui est l'accélération, vitesse et déplacement maximaux à la surface du sol en fonction de l'accélération, vitesse et déplacement maximaux à la base. Donc, ce qu'on peut voir, premièrement, c'est en termes d'accélération, on observe, donc si on veut comparer premièrement le cas en champ libre avec le cas du sol renforcé. Donc ici, on le représente pour les 4 cas, free field, sol renforcé, short avec RI et le bâtiment short. Donc ici, c'est faux, c'est le bâtiment bas avec les inclusions rigides. Si on compare premièrement le cas free field et le cas sol renforcé, donc l'interaction cinématique, on peut voir que pour le PGA, accélération, vitesse et déplacement, on observe que la réponse avec le sol renforcé uniquement est toujours plus forte et on s'approche plus de la première bisectrice. Cela veut dire que la présence des inclusions rigides sans le bâtiment, donc l'interaction cinématique, aboutit à une amplification comparée au champ libre. Maintenant, si on compare avec le bâtiment, avec et sans RI, on remarque qu'on observe une dispersion au niveau du PGA. Par contre, quand on intègre 2 fois pour arriver au déplacement, cette dispersion disparaît. Donc cette dispersion est probablement due à des hautes fréquences dans le sol qui modifient la réponse. Par contre, en termes de déplacement, ça disparaît. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les inclusions rigides sous le bâtiment, on observe des déplacements plus hauts que sans les inclusions rigides au niveau quand on sollicite avec des séismes. Maintenant, si on sollicite avec quand on sollicite avec des sinus, si on sollicite avec des séismes, on voit que, hormis le cas du sol renforcé, sans le bâtiment qui est toujours plus grand, tous les trois autres cas sont groupés. Donc cela veut dire que quand on sollicite notre modèle avec un séisme à contenu fréquentiel étalé, les inclusions rigides n'ont pas eu vraiment beaucoup d'effets. Alors ici, cette représentation s'est faite avec les valeurs maximales, donc PGA, PGV, PGD, mais la limitation de ces grandeurs, c'est qu'on prend juste un point unique pendant le signal. Donc pour cela, on a essayé de faire les mêmes représentations, mais en termes d'énergie. Et pour déterminer l'énergie, on a considéré la définition de l'intensité d'Arias et on a appliqué la même définition pour les vitesses et les déplacements. Donc comme ça, on a une idée de l'énergie en vitesse et en déplacement. Et ce qu'on peut voir, c'est que même chose, en comparant le free field et le sol renforcé, on peut voir que la présence des inclusions rigides sans le bâtiment amène toujours à une amplification dans tous les cas. Donc même conclusion qu'avant, que les inclusions rigides amplifient. Et maintenant, si on compare le cas free field, donc le cas free field avec le cas du bâtiment sans les inclusions rigides, on remarque que pour les sinus et pour les séismes, la réponse avec bâtiment et sans bâtiment, c'est la même chose. Donc la présence du bâtiment sans les inclusions rigides n'a pas eu d'effet. Et maintenant, si on ajoute les inclusions rigides sous le bâtiment, on observe une amplification qui se rapproche plus de la première bisectrice et plus du cas sans bâtiment. Donc cela veut dire que la présence des inclusions rigides pour les sinus, a abouti à une amplification sous le bâtiment. Maintenant, pour les séismes, donc en bas, hormis l'accélération pour lesquelles on observe une amplification avec les inclusions rigides sous le bâtiment,
quand on passe aux vitesses et aux déplacements, cette augmentation disparaît, donc c'est probablement dû à des hautes fréquences, mais en déplacement, hormis le cas du sol renforcé, les autres points sont proches. Cela veut dire que quand on sollicite avec des séismes, l'effet des inclusions rigides est moins. Donc, en gros, ça veut dire que l'effet des inclusions rigides sur la réponse à la surface du sol dépend du contenu fréquentiel qu'on applique à la base. Donc ça, c'est les résultats pour les séismes. Donc maintenant, je passe à une deuxième partie. Donc on parle maintenant de la rotation dynamique du bâtiment. Donc ici, je représente les rotations dynamiques pour tous les types de signaux qu'on a appliqués, mais à amplitude élevée. Donc PGA égale 0,25 G. Et cela pour le bâtiment élancé. Donc ce qu'on peut voir dans ces figures, c'est que première chose qu'on voit, c'est pour les sinus 1.8 et 2.4, on observe qu'avec les inclusions rigides, des rotations dynamiques plus élevées que sans les inclusions rigides. Et pour le sinus 1 Hz, on observe le rapport entre les rotations est environ de 2, mais ça diminue quand on passe à 1.8 et 2.4 Hz. Cela aussi nous donne l'information que les rotations aussi sont dépendantes de la fréquence du signal d'entrée qu'on applique à la base. Et cela peut être vu avec Northridge, comme on peut voir pour Northridge 0.3G. La présence des inclusions rigides n'a pas eu d'effet et on observe des rotations qui sont pareilles avec et sans inclusion rigide. Pour Landers, par contre, après le premier et le deuxième, les deux premiers cycles où il n'y a pas vraiment de différence, on observe après, ici, entre 12 et 15 secondes, des rotations plus élevées avec les inclusions rigides. Et cela peut être dû au contenu fréquentiel qui se rapproche du 1 Hz, donc on peut avoir des rotations plus élevées. Alors, ce qui est marquant aussi avec le bâtiment élancé, c'est que la réponse avec inclusion rigide et sans inclusion rigide sont en phase. Par contre, maintenant, si on passe au bâtiment bas, la réponse, elle est différente. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est que en termes de l'amplitude des rotations, on observe des rotations plus faibles que le bâtiment élancé, ce qui est attendu. Par contre, on observe que pour les sinus, spécifiquement 2.4, Northridge et Landers, on observe que la réponse avec inclusion rigide est en opposition de phase avec la réponse sans inclusion rigide. Et ce qu'on observe aussi, c'est que en termes d'amplitude, on a vu avec le bâtiment élancé que la présence des inclusions rigides a amplifié les rotations. Par contre, avec le bâtiment bas, l'amplitude des rotations, elle est quasiment similaire. Si on parle de rotation résiduelle, donc maintenant avec les lasers, on peut trouver les rotations. Et donc ici, on représente les rotations pendant la totalité sous tous les séismes des essais. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour le bâtiment élancé, donc il faut savoir que pour le bâtiment élancé, on peut juste comparer jusqu'au tir numéro 5, car le tir numéro 5, malheureusement, il n'a pas été appliqué correctement, le PGA était plus faible, donc on ne peut pas comparer, mais on peut comparer de tir 1 jusqu'au tir 4, et on peut observer que du tir 1, du tir 1 jusqu'au tir numéro 4, qui est un sinus de 1 Hz 0,15 G, on observe des rotations résiduelles plus élevées avec les inclusions rigides pour le bâtiment élancé. Et après, avec les inclusions rigides, finalement, on peut observer des rotations proches de 3 degrés. Pour le bâtiment bas, par contre, sans les inclusions rigides, on a observé des rotations résiduelles qui arrivent environ à 2 degrés. Par contre, avec les inclusions rigides, on a pu limiter les rotations et on n'a quasiment rien en rotation pour le bâtiment bas. Maintenant, on va passer à une partie de l'effet fusible de la plateforme de transfert de charge. Donc, en fait, pour plusieurs des essais qu'on a fait avant, on n'a pas observé vraiment l'effet fusible du bâtiment, de la plateforme de transfert de charge. Donc, on s'est demandé que si notre méthode d'installation de la plateforme de transfert de charge est correcte, puisqu'on étale le sable sur toute la surface du sol. Donc, on se demandait si c'était des effets de bord du conteneur
qui aboutissaient à l'absence de l'effet fusible de la LTP. Pour vérifier cela, pendant le dernier essai avec le bâtiment bas et les inclusions rigides, on a fait, après avoir sollicité les 20 séismes, on a attendu la dissipation de la surpression interstitielle finale et après on a sollicité par un sinus qu'on a choisi, le sinus de 1 Hz à 0,25 G. Ensuite, avec Sandra, manuellement, on a coupé une partie de la LTP autour du bâtiment. Comme ça, on peut annuler la connexion entre la partie de la LTP sous le bâtiment et le bord. Et on a refait le même séisme pour pouvoir comparer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'accéléromètre A26, qui est posé sur la plateforme de transfert de charge, est à l'extérieur de la coupure. Donc cet accéléromètre est utilisé en guise de comparaison. Sur les figures ici, en termes de déplacement, l'accéléromètre A26 avant coupure, si on zoome, on peut voir que il a une allure dépendante qui est reliée, qui est à la fois influencée par la réponse du A22 en free field ainsi que par la présence du bâtiment. Donc la position du A26 ici est influencée à la fois par le free field et le bâtiment. Après coupure, on observe ici que le A26 devient quasiment très proche du A22. Cela veut dire qu'on a effectivement coupé les effets de bord. Et donc, on peut maintenant comparer ce qui se passe au niveau du bâtiment et des inclusions rigides. En comparant avant coupure et après coupure, pour les deux accéléromètres A7 et A23, on remarque que la réponse, elle est vraiment similaire. Donc, l'hypothèse que c'est des effets de bord qui aboutissent à la perte de l'effet fusible a été rejetée. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi on observe ça. Et en fait, quand on a essayé avec Sandra d'enlever un peu de la PTC, on s'est rendu compte qu'elle est assez dure. Donc, il y a une forte cohésion de la plateforme de transfert de charge. Et on suppose que c'est la cohésion élevée qui a abouti à l'absence de l'effet fusible de cette plateforme de transfert de charge. Mais néanmoins, ce qu'on peut comparer, c'est l'effet des inclusions rigides sur la réponse à la base du sol, à la base du bâtiment. Donc pour cela, on compare ici les accéléromètres qui se trouvent à la surface de la couche d'argile, soit sous le bâtiment, soit entre les inclusions rigides, le free field et ce qu'on observe à la base du bâtiment. Pour le bâtiment bas, on observe que les trois accéléromètres, pour le bâtiment bas sans inclusion rigide, on observe que les trois déplacements A18, 20 et 3 sont quasiment pareils. Donc, il n'y a pas d'effet du bâtiment du tout. Et on observe à la base du bâtiment ce qu'on observe en champ libre. Avec les inclusions rigides, c'est différent. Donc, ici, ce qu'on observe en comparant A23 et A7, donc entre les inclusions rigides et à la base du bâtiment, on observe que la réponse, elle est pareille. Donc, tout ce qui est enregistré à la tête des inclusions rigides est transmis à la base du bâtiment. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que en comparant A23, A24 et A22, on remarque que A23 est toujours plus élevé et même si A24 il est à côté des inclusions rigides, il est à une distance assez proche, on remarque que A24 s'approche rapidement du A22. Cela veut dire que l'effet des inclusions rigides il est vraiment localisé entre les inclusions rigides. Et quand on se déplace juste un peu à l'extérieur, on change rapidement la réponse, on se rapproche rapidement vers la réponse en champ libre. Troisième chose qu'on peut voir, c'est que la réponse de A23, elle est en avance sur le A24 et elle est qui est aussi en avance sur le A22. Cela veut dire que le système inclusion rigide, donc sol renforcé, est toujours en avance par rapport au champ libre. Maintenant, gardons ce qu'on a dit en tête à propos de l'effet des inclusions rigides localisées, on peut analyser avec le bâtiment élancé. Donc, premièrement, avec le bâtiment élancé sans inclusion rigide, on remarque que la réponse, elle est similaire au bâtiment bas. Donc, les réponses des accélérations, des déplacements sont en phase. Mais par contre, on observe une petite atténuation entre A22 et A27. Donc, dans ce cas, avec le bâtiment élancé, on a pu observer un peu d'effet fusible. Mais
Mais pour le cas avec inclusion rigide, puisqu'on a perdu l'accéléromètre, donc entre les inclusions rigides, on ne peut pas savoir. Mais si on considère la même chose que l'effet des inclusions rigides est vraiment localisé, on peut supposer que l'accélération, que le déplacement, la réponse entre les inclusions rigides elle est plus élevée que ce qu'on observe sur le A18. Et en comparant ici au niveau des graphes, le A18, il est le même que le A7. Donc, il est le même que le A7. Donc, sachant cela, si on suppose qu'entre les inclusions rigides, on a une réponse plus forte, cela veut dire qu'on a effectivement une atténuation dans la LTP. Maintenant, on passe au tassement du bâtiment, donc en moyennant les valeurs qu'on observe au niveau des lasers verticaux sur la tête du bâtiment. On représente pour les 4 configurations les tassements cumulés, les tassements résiduels, soit non cumulés à gauche, soit cumulés à droite, pour les 4 configurations. Et ce qu'on peut voir, c'est que en comparant l'effet des inclusions rigides, donc si on compare tall, short et short plus RI, donc le bâtiment bas, on peut voir que sans inclusion rigide, donc les triangles dorés là, on peut trouver, après au niveau du tir numéro 5, qui correspond à un sinus à 0,25 G de 1 Hz, on a un tassement de 30 cm. Par contre, avec les inclusions rigides, ce tassement diminue jusqu'à 24 cm. Après le sinus de 1 Hz à 0,25 G, l'évolution elle est beaucoup plus grande sans les inclusions rigides et au final on atteint un tassement de environ qui s'approche de 40 cm à l'échelle prototype bien sûr, de 40 cm pour le cas sans inclusion rigide. Par contre avec les inclusions rigides, l'évolution elle est plus faible et on obtient un tassement uniquement environ de 27 cm. Donc, effectivement, la présence des inclusions rigides a pu limiter les tassements du bâtiment. Maintenant, si on compare l'effet de l'élancement, donc si on compare le bâtiment haut, tall plus RI, et le bâtiment bas, short plus RI, on peut voir qu'avec le bâtiment élancé, on a obtenu des tassements plus élevés. Ce qu'on peut, concernant les tassements aussi, qu'après l'essai, on peut après avoir enlevé la plateforme de transfert de charge pour visualiser, on observe que c'est vraiment la couche d'argile. Donc ici, on observe, c'est la surface de la couche d'argile qui a tassé. Donc ici, on voit l'empreinte des deux bâtiments haut et bâtiment bas. Avec les inclusions rigides, on observe que la tête des inclusions rigides pénètre, donc sort de la couche d'argile et pénètre dans la plateforme de transfert de charge. Pour le bâtiment haut, elle pénètre de 5 mm. Mais pour le bâtiment bas, c'est environ le double, donc elle pénètre de 1 cm. Donc c'est environ la moitié de la plateforme de transfert de charge qui a été pénétrée par les inclusions. En termes de translation, ici, on compare justement les déplacements à la base du bâtiment pour les deux configurations bâtiment haut et bâtiment bas. Et ici, on compare l'effet des inclusions rigides. Donc, avec RI et sans RI, dans les deux cas, pour les deux premiers cycles, on observe que l'effet des inclusions rigides, on observe une réponse pareille avec et sans inclusion rigide. Après, sans les inclusions rigides, on observe une atténuation, donc la courbe bleue foncée, une atténuation. Par contre, avec les inclusions rigides, la valeur de translation dynamique elle est plus élevée pour les deux cas, bâtiment élancé et bâtiment bas. Maintenant, si on compare l'effet du bâtiment, sans inclusion rigide et avec inclusion rigide, et on trace tall et short ensemble, on peut remarquer que pour les deux cas, avec et sans inclusion rigide, c'est le bâtiment bas pour lequel on observe des translations dynamiques plus élevées. Gardant cela en tête, on passe à la dernière partie des résultats, donc les efforts à l'intérieur des inclusions rigides, soit les moments, soit les efforts contraintes axiales. Donc pour les moments, ici on trace le profil des moments dynamiques maximaux dans les inclusions rigides. Pour les 3 configurations, soit sol renforcé seul, bâtiment haut avec inclusion rigide et bâtiment bas avec inclusion rigide. Ce qu'on peut voir, c'est que, première chose,
les moments maximaux ont été obtenus environ à la moitié, à mi-distance des inclusions rigides. Et on peut voir aussi que les moments maximaux ont été obtenus dans le cas du bâtiment bas. Donc, si on se rappelle qu'avec le bâtiment bas, on a obtenu des translations plus élevées et les inclusions rigides sont encastrées en bas, donc cela peut être, c'est la cause derrière avoir des moments plus élevés dans les inclusions rigides pour le bâtiment bas. Donc, ici à droite, c'est l'évolution des moments dynamiques maximaux pour l'inclusion numéro 1 aussi, mais pendant tous les séismes, pendant tous les tirs qu'on a appliqués. Et effectivement, on peut voir ici, comme exemple, que les triangles qui correspondent au bâtiment bas sont toujours plus élevés. Donc, c'est pendant tous les séismes qu'on observe que les moments dynamiques maximaux sont enregistrés pour le bâtiment bas. Et finalement, pour les contraintes axiales, ici, on représente les contraintes axiales dynamiques pendant tous les tirs pour l'inclusion numéro 2 et l'inclusion numéro 3, qui sont les deux inclusions latérales. Ce qu'on peut voir, c'est que si on se concentre sur l'inclusion numéro 2, et pendant les 4 premiers cycles, les 4 premiers tirs, on observe que les carrés qui représentent le bâtiment haut, on a toujours des contraintes axiales dynamiques plus élevées pour le bâtiment haut que le bâtiment bas. Par contre, après le tir numéro 5, ça change et c'est après le bâtiment bas pour lequel on observe des contraintes axiales plus élevées. Et la raison derrière cela, c'est la rotation du bâtiment, vu qu'après le tir numéro 5, on a eu la rotation résiduelle du bâtiment qui s'est penchée sur l'inclusion 3, donc l'inclusion 2 a perdu une partie de l'effort en tête, et donc on a obtenu des contraintes axiales plus faibles. Donc voilà le diapo des conclusions que j'ai présentées. Je laisse ça et j'ai terminé. Merci de votre attention. Avant tout, merci. C'était intéressant. Donc j'ai deux questions. La première, c'est qu'il est vrai que dans la littérature, on parle des bâtiments élancés, que c'est pas vraiment que les inclusions rigides ne fonctionnent pas vraiment pour les bâtiments élancés. Mais dans tes essais, est-ce que le poids des bâtiments élancés et du bâtiment short, il est le même? Il est le même. Okay. On a le même poids. Ok. Est-ce que vous avez essayé de changer l'épaisseur de la plateforme de transfert de charge? Non, expérimentalement, on ne peut pas faire ça jusqu'à maintenant. On s'est limité à vraiment le même préparation pour le sol, mais on a changé soit les inclusions rigides, si on a des inclusions rigides ou non, et le bâtiment. Okay. Oui, merci pour la présentation. Est-ce qu'il a été observé des amorces de rupture de la PTC? Visuellement, on n'a pas observé ça, non. Il n'y a pas eu de bourrelet qui s'est créé ou de matériaux chassés par non, pas vraiment. Ce qu'on a observé, c'est vraiment la couche d'argile qui a tassé. Mais non, au niveau de la plateforme de transfert de charge, il n'y a pas vraiment de différence visuellement. Par rapport à la pénétration qui a été observée, est-ce que c'était un résultat qui était attendu? Pardon, répétez. La pénétration des inclusions rigides dans le matelas, est-ce que c'était un résultat qui était attendu? En fait, pour les inclusions rigides, il y a toujours un tassement différentiel. Donc, on pouvait supposer qu'il y a la pénétration dans la plateforme de transfert de charge. Mais ce qui n'est pas attendu, c'est la grandeur. Donc, on a observé qu'avec le bâtiment bas, on a le double pénétration qu'avec le bâtiment haut. Et la raison derrière cela, franchement, on n'a pas encore creusé là-dessus, donc je ne vais pas vous répondre pour ça. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Petite question, est-ce que là, ça rejoint un peu aussi celle de Cyril, c'est savoir, est-ce que vous avez vu des effets de décollement du bâtiment, par exemple pour le bâtiment haut? Et est-ce que vous avez un dispositif, je ne sais pas, pour filmer pendant l'essai la position justement du bâtiment, alors pour voir éventuellement s'il y a des bourrelets justement qui peuvent apparaître aussi? Donc en fait, pour le bâtiment élancé précisément, vu qu'on a observé, on a vu avant les rotations résiduelles, et pendant l'essai, on avait installé une caméra pour voir précisément ce qui se passe avec le bâtiment. Et effectivement, après le 4 et 5 tirs, on a observé que le bâtiment se déplace et tourne et se penche d'un seul côté. Donc après l'essai,
Donc, bien sûr, on peut voir la plateforme de transfert de charge. Donc, on peut voir un peu l'empreinte du bâtiment, mais c'est vraiment sur l'argile, on voit que c'est la surface d'argile qui penche. Voilà. Et donc, pour le décollement, donc on n'a pas vu de décollement résiduel, on va dire, mais on peut supposer que puisque le bâtiment est rigide, donc en dynamique, on a bien sûr du uplift parfois. C'est quoi les dimensions? Qu'est-ce que vous appelez par short et long? Ok. Donc, bon, ici. En fait, le bâtiment est lancé. Il a 12 mètres de hauteur. 12 mètres, oui. Et en fait, on a ajouté des masses au-dessus pour augmenter la position du centre de gravité. Donc, le centre de gravité du bâtiment haut, il n'est pas au centre, mais il est à 9 mètres. Donc, on a un rapport entre la position du centre de gravité et le diamètre de la base de 1,5. Pour le bâtiment bas, il a 4 mètres de hauteur et le centre de gravité est au milieu, donc c'est à 2 mètres. Et le poids? Le poids, il est pareil. D'accord. Et les inclusions rigides, c'est quelle profondeur? Elles ont 10 mètres de hauteur, oui, de longueur, 10 mètres. Et elles sont encastrées de 1 mètre dans la base. D'accord. Juste, c'est pas une question, mais ce que je comprends, c'est que l'intérêt des inclusions rigides, finalement, d'après ce que vous avez présenté, c'était d'atténuer juste les tassements, c'est ça? Oui, dans ce cas, oui. Donc ici, dans cette étude, c'est ce qu'on a observé. Et je pense que la raison derrière cela, c'est vraiment la plateforme de transfert de charge. Car comme on a vu qu'on n'a pas d'effet fusible, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que vu la plateforme de transfert de charge qu'on a installée nous-mêmes, elle avait une forte cohésion. Donc on n'a pas vu d'atténuation à la surface. D'accord. Et l'épaisseur justement de 1 mètre. 1 mètre. Okay. C'était quoi le tassement statique du bâtiment? Sous charge statique, on a une idée du tassement? Oui, et donc, pendant la phase de consolidation du bâtiment, du sol. En fait, je n'ai pas la valeur en tête. L'ordre, juste pour voir. Est-ce qu'on a un bâtiment qui est bien dimensionné? Est-ce que les inclusions sont bien dimensionnées? Alors. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est les 24 cm de tassement résiduel. Là, c'est clairement, on ne va jamais concevoir un ouvrage qui tasserait de 24 cm après le passage d'un séisme. Et là, vous voyez qu'effectivement, il y a un poinçonnement qui se crée des inclusions dans le matelas. On devine que le tassement du sol autour des inclusions, c'est à peu près le diamètre des inclusions. Ça, c'est très excessif. Et là, clairement, le matelas ne peut pas fonctionner. Un matelas, peut-être avec un peu de cohésion, oui, mais un matelas granulaire, tel qu'on le met en place habituellement pour des bâtiments sur inclusion rigide, il ne pourra pas fonctionner parce qu'il aura perdu le confinement, en fait. Donc moi, je m'interroge vraiment de savoir est-ce qu'on est en train d'étudier un système d'inclusion rigide qui est bien dimensionné. Okay. Et une indication, ça serait d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de tassement. Ça veut dire on sait à peu près de combien tasserait un système de renforcement par inclusion rigide bien dimensionné. Ça veut dire de l'ordre du centimètre. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est vous mentionnez la cohésion du matelas. Je vais peut-être rater quelque chose, mais mes dernières informations, c'est que c'était du sable de Stan HN31. Oui. Oui. Pas HN31, pardon, excuse-moi. C'est un mélange de sable, HN31, HN34, HN38 et HN068. Donc c'est un mélange de sable pour avoir une granulométrie étalée. Et il est mélangé à 5% avec 5% d'eau. Donc on a une teneur en eau de 5%. D'accord. Et c'est ça qui vous permet de conclure qu'on a une cohésion très importante. Oui, et on l'a vu physiquement, vu que vraiment, quand on voulait enlever la plateforme de transfert, le contour, c'était vraiment dur d'enlever. Donc il a vraiment une cohésion. Le fait qu'il y a eu beaucoup de séismes qui se soient enchaînés, donc, qui a amené aussi que les têtes sont rentrées à l'intérieur. D'accord, donc c'est un aspect qui nous éloigne un peu de la configuration un peu recherchée pour ce type de fondation. Ouais, et c'est un aspect aussi qui amène à dimensionner et à faire d'autres essais en trouvant une solution pour essayer d'éviter au max cette cohésion qui arrive par la teneur en eau et augmenter la hauteur de la LTP.
D'accord. Et si je peux encore poser une deuxième question, il y avait la question de l'effet fusible que vous évoquez, que vous avez testé pour la plupart avec des sollicitations sinusodales. Est-ce que vous avez fait l'exercice de voir déjà avec un modèle numérique aussi simple qu'un modèle de type Newmark, de voir si avec les sollicitations que vous avez enregistrées, vous êtes censé, pour des caractéristiques de résistance raisonnables, avoir une amorce de déplacement ou est-ce que pour moi ça serait peut-être la première vérification à faire avant de... Oui, alors avec le modèle numérique, je vais présenter ça l'après-midi, mais le modèle numérique, il est encore en train de... Il n'est pas encore finalisé pour pouvoir... donc je ne peux pas vous donner une réponse maintenant pour le modèle, sur la réponse avec le modèle numérique, franchement. D'accord, donc la réponse est non. On n'a pas encore de réponse. Pas de réponse. Okay. Merci. Donc alors Nathalie nous a montré qu'il y avait eu trois laboratoires qui ont fait des essais et donc avec deux systèmes deux montages différents de cellules, de colonnes résonantes et qui avaient aussi différents protocoles de reconstitution des massifs. Donc, ce qu'ils ont montré avec les essais croisés, c'est que le module de cisaillement adimensionné, en fonction de la distorsion, les résultats sont assez encadrés par les courbes empiriques. Alors, plus spécifiquement, dans le cas du mélange, on a une petite... alors, je ne sais pas si c'est la surestimation expérimentale ou c'est plutôt la sous-estimation du modèle empirique. C'est toujours la question. Et dans le cas de l'amortissement, par contre, il y avait une meilleure cohérence entre les courbes empiriques et les résultats expérimentaux de cette étude lorsqu'ils étaient déterminés à partir de vibrations forcées plutôt que d'oscillations libres. Les conclusions de ces essais croisés, c'est qu'il y avait un fort impact de la machine utilisée, mais que c'était des débuts encourageants. Et qu'il fallait continuer les comparaisons, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas s'appuyer que sur deux types de sols. Il y aurait des essais à venir sur un matériau modèle plastique, donc qui permettrait, vu qu'on sait que les propriétés sont fixes, peut-être de plus d'avoir une meilleure comparaison. Et les comparaisons inter- et intra-laboratoires sont en cours pour les essais triaxiaux cycliques pilotés en déplacement et en fréquence. Donc ça permettra aussi de finir les courbes de dégradation du module de cisaillement et du coefficient d'amortissement. Et ce qu'ils espèrent, c'est aller vers la rédaction d'une norme européenne pour la réalisation des essais en colonnes résonantes en torsion. Ça va. Pour la modélisation physique en centrifugeuse. Alors les conclusions, c'est effectivement, je ne vais pas reprendre tout ce qui est dit là, parce qu'en fait je reprends un peu ce qu'a dit Charbel juste précédemment, mais effectivement on a surtout vu pour notre configuration qu'il y avait un effet de diminution des tassements avec la présence des inclusions rigides. Après, donc il n'y avait pas vraiment d'effet pour tout ce qui est là au niveau fréquentiel, il n'y avait pas beaucoup d'effet sur la fréquence de réponse principale, que ce soit avec bâtiment, avec inclusion rigide, avec bâtiment et inclusion rigide, qu'on avait quand même une petite augmentation de l'énergie à la base du bâtiment sous sinus lorsqu'on avait des inclusions rigides. Mais ça vient certainement aussi du fait que les inclusions sont encastrées en pied, elles rentrent sur un diamètre dans la couche plus rigide, et aussi du fait qu'on ait des inclusions rigides qui soient plus proches des unconnected piles, donc qui ont quand même une rigidité à la flexion qui est à peu près 5 fois plus élevée que ce qu'on aurait en sachant que la compression, elle est à peu près dans en moyenne ce qu'on a sur les inclusions rigides. Donc il y a une transmission qui est favorisée de mon point de vue. On n'a pas vu un effet vraiment fusible de la LTP. On suppose que sur le bâtiment haut, il y en a une, mais c'est une supposition. Donc c'est sûr qu'il faudrait faire des essais supplémentaires et peut-être changer la hauteur de la LTP. Sur tout ce qui est effet cinématique au niveau du bâtiment, on a plus de rotation avec la présence des inclusions rigides. Et cette augmentation, elle est dépendante du type de bâtiment, mais aussi, parce qu'avec le bâtiment bas, on a à peu près la même chose, mais aussi de contenu fréquentiel, ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que lorsqu'on a le système avec les inclusions rigides, forcément,
on a une modification. Et pour ce qui est les contraintes dans les IR, donc on n'a pas vu de grosses, on va dire, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, que ce soit avec bâtiment haut ou bâtiment bas. Et sur le monde dynamique et aussi lorsqu'on n'a pas de bâtiment. Et les contraintes axiales, donc elles sont aussi à peu près du même ordre de grandeur entre le bâtiment haut et le bâtiment bas. Moi, j'aurais pensé qu'elles allaient être plus fortes avec le bâtiment haut, mais ça reste dans le même ordre de grandeur. Bien sûr, ça évolue parce qu'on a une rotation résiduelle qui a été bien sûr plus importante sur le bâtiment haut, puisque dans le bâtiment bas, les présences d'inclusion rigide a limité cette rotation. Donc c'est aussi ça qui est un peu perturbant, c'est que dans un cas, ça a limité, dans l'autre cas, ça a augmenté. Alors les perspectives... ce qu'il faudra, en fait, le premier choix ici qu'on a fait, c'était, on travaille depuis tout le temps avec des tubes en aluminium, donc on a fait dans un premier temps donc des tubes avec un diamètre externe de 12, un diamètre interne de 10. Ça, c'était pour pouvoir instrumenter à l'intérieur, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus instrumenter à l'intérieur, c'est trop petit. On avait posé cette question de la rigidité à la flexion, qui était beaucoup plus importante que ce qu'on trouve normalement dans les inclusions rigides classiques au début du projet. Et donc, c'est là où on nous avait répondu que c'était plus sur le modèle de l'unconnected pile, qu'on utilise donc au niveau des piles de pont. Il y a quelques articles là-dessus. Donc, ça serait de trouver un autre matériau où on puisse arriver à diminuer cette rigidité à la flexion. Ou peut-être même faire des essais, si on n'arrive pas à faire des essais avec des inclusions non instrumentées, mais avec donc plus fines et avec une accélération centrifuge différente. Ça serait aussi la question des inclusions quand même rigides flottantes, même si c'est moins utilisé. Par exemple, sur le pont Rion-Thirion, ça l'était. Ça serait de comparer aussi le cas, ici on a comparé avec et sans inclusion rigide, ça serait de comparer aussi le cas de la pile raft où on a une connexion au niveau de la tête et aux unconnected piles par exemple. Au niveau de la LTP, donc ce que je disais précédemment, c'est de limiter ce phénomène de succion pour essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on a on a uniquement du frottement, mais ça demande pas mal de réflexion. Peut-être utiliser un matériau plus uniforme, granulaire, qui est peut-être moins représentatif de ce qu'on a sur site, mais pour éviter donc ce phénomène de succion. Parce qu'après, vu qu'on est connecté à l'argile, si je mets un film plastique entre, ça va être compliqué au niveau de la représentativité. Au niveau LTP-IR, donc ça aussi, c'est sorti aussi, si on faisait un débord des inclusions rigides avec aussi un débord de la LTP. Jusqu'à présent, on a testé un bâtiment rigide, donc ça serait passé sur le bâtiment flexible. Et aussi peut-être faire des essais. Il y a eu beaucoup d'essais dans le cadre de cette thèse. Au début, on a voulu voir un petit peu, comme il y a très peu de documentation sur les essais centrifugeuses avec de l'argile. Il y en a certains avec du sable, mais l'argile, c'est beaucoup plus long comme essai à faire, c'est plus compliqué. Donc, ça serait de faire de la répétabilité avec les configurations avec IR, parce que là, les résultats qu'on vous montre de comparaison entre bâtiment haut et bâtiment bas, c'est sur un essai. Donc, c'est quand même... J'aimerais bien pouvoir faire la répétibilité. Et aussi, donc, on a fait le choix initialement, donc ça venait de la thèse de Rezus, de faire pas mal de tirs. Et en fait, là, si on continue à faire des essais, ça va plutôt être le choix de faire 2 ou 3 tirs et d'attendre vraiment la dissipation des pressions interstitielles, parce que ce que vous n'a pas dit Charbel, c'est que les dissipations n'étaient pas complètement finies lorsqu'on a fait les autres tirs pour des raisons de temps. Et le problème qu'on a dans l'argile en expérimental, c'est que les mesures de pression interstitielle, personnellement, je n'y crois pas dans de l'argile, sur les essences centrifugeuses. Parce qu'on arrive, comme on vous l'a dit, à des diminutions de fréquences qui sont énormes, qui devraient être représentatives d'un niveau de distorsion énorme, d'une désurpression interstitielle énorme, alors que ce qu'on mesure avec nos capteurs de pression miniature, c'est quelques kPa, quoi. Ce qui n'est pas du tout en corrélation avec la baisse de fréquence qu'on peut observer au niveau de notre colonne. Donc ça serait de laisser un temps de diffusion plus grand entre les tirs et de regarder ça par rapport au tassement enregistré.